Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Tous les matins aussi, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté du Mali. Mesdames et messieurs, on continue notre émission dans un instant. Nous partons du côté de la France, d'où nous allons joindre évidemment ce policier, Abdoulaye Kanté, policier donc dans les Hauts-de-Seine. On parle politique extérieure ce matin chez les juges. Allez-y, Jacques, on a écouté Abdoulaye Coulibaly. Je voulais souligner deux choses. Ouais. D'abord, il y a des facteurs internes qui ont favorisé la naissance de ce mouvement. Ouais. Donc, parce que quand vous questionnez le chômage au Mali, les questions de l'éducation, il y a eu grève là-bas comme dans notre pays. La question sécuritaire, il y en a. Il y a en plus de la crise qu'a hérité Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, il y a la crise du centre qui s'est ajoutée et qui a causé énormément de morts. Donc ça veut dire que sur ce plan sécuritaire, il y a eu, si vous voulez, peu d'efforts de la part du gouvernement malien. Maintenant, la seconde des choses qu'il faut ajouter, puisque Mahmoud Dicko, c'est quand même un imam, ouais. Donc un chef religieux qui a une certaine popularité au sein de l'opinion. On dirait un homme politique désormais, parce que voilà, c'est ce qu'on ne dit pas. Il vient de faire un pas. Voilà. Il vient de faire un pas vers la politique dès lors qu'il est en train de travailler avec les politiques. Ouais. Ce n'est pas interdit quand un chef religieux... Personne n'a dit que c'est interdit. On ne peut pas quand même porter ce titre à dire homme religieux. Or, on fait de la politique. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ce n'est pas exclu, ce n'est pas interdit qu'un chef religieux réclame l'amélioration des conditions de vie pour un peuple, pour son peuple. Ouais. Parce que c'est en fait la mission aussi. Il ne faut pas seulement faire prier, il faut aussi réclamer le bien-être pour ces religieux, ces co-religionnaires. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais lorsque il fait un pas vers la politique, il travaille avec les politiques, là, il y a un problème. Et le risque, parce que ne l'oublions pas, la crise de 2012 était née d'une rébellion, donc d'une revendication aussi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? D'une rébellion donc de l'Azawad, du mouvement de l'Azawad, on a vu la naissance, n'est-ce pas, des groupes islamistes et qui ont détruit énormément le nord du Mali et qui ont failli prendre Bamako, n'eût été, n'est-ce pas, l'intervention des armées étrangères. Bien. Je pense qu'il faut craindre qu'un mouvement de ce type qui a à la fois la connotation politique mais connotation religieuse, qu'un tel mouvement ne puisse, n'est-ce pas, favoriser la résurgence, n'est-ce pas, des mouvements islamistes qui pourraient mettre en danger la sécurité de Bamako. Je précise bien la sécurité de Bamako parce que le reste du pays est déjà dans une insécurité totale, surtout le nord et le centre. Ouais, ça parle géopolitique ce matin chez les GG. Allez-y, Samba. Alors c'est important. En une minute s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est important de... Ouais. Pourquoi je ris, je ne sais pas. Alors, c'est important de préciser que nous sommes dans un contexte de rapport de force marqué par un cadre sociologique particulier. Ouais. Celui où les forces traditionnelles et religieuses sont encore très écoutées. Il faut rappeler que le Mali, c'est 90% de musulmans avec une forte influence de leur leader. Ouais. L'imam Mahmoud Dicko en est une illustration, en plus de sa reconnaissance internationale, de sa verve dans les prêches que vous savez, de son influence. Et c'est important de rappeler que c'est une influence qui s'est accrue à partir de 2012, lorsqu'il doit participer à la médiation à cause de la rébellion dans le Nord. L'imam se confirme, il affirme donc son leadership. Désormais, vous allez voir que peu après, et ça c'est pour répondre au député Coulibaly que nous avons entendu tout à l'heure, lorsqu'il dit que l'imam n'a aucun droit de réclamer d'Ibeka qu'il démissionne, il faut simplement rappeler à l'honorable que quelques années en arrière, il a quand même demandé le départ d'un Premier ministre. On n'avait pas trouvé de problème à cela, il a fini par l'obtenir. Alors, il évoquait les mêmes problèmes que nous sommes en train d'évoquer ici. Donc rien n'est exclu. Il y a
Lamine, c'est important quand même de ne pas oublier ce contexte Un PM est sociologique. différent d'un président de la République. Lamine, c'est important de ne pas oublier ce contexte sociologique qui pèse en faveur du mouvement porté par l'imam Dicko. Ça, il ne faut pas. C'est pas la réalité guinéenne où l'imam, tout le monde peut l'insulter, où tout le monde parle lui comme n'importe qui. L'imam Dicko, ça reste une référence, non pas seulement morale, mais une dignité en termes de leadership dans l'espace malien. Au-delà de cela, il y a quand même une situation qui fragilise le pouvoir d'Ibeka. Lorsque les populations sont dans une situation de manque criard, parce que sur les questions de sécurité que l'on est en train d'évoquer, il faut quand même souligner qu'à l'intérieur, il y a des massacres qui continuent, il y a des affrontements qui continuent, le citoyen malien ne se sent pas en sécurité, et cela est aggravé par une désorganisation totale des forces armées nationales. Ça a d'ailleurs été évoqué dans plusieurs rapports internationaux sur la situation malienne. L'organisation sous-régionale avec le G5 Sahel et même la force d'interposition donc du G5 semble ne pas fonctionner. Vous vous souvenez Emmanuel Macron qui leur dit mais dites-moi ce que vous voulez. Il faut que vous clarifiez votre position avec la France. Cette leçon contre laquelle plusieurs leaders africains s'étaient levés, en tout cas pas Ibeka et pas les autres. Je vous ai suivi dans cette interview avec lui. Donc c'est important de dire qu'il n'y a pas de réponse viable à la question de sécurité intérieure. Mieux, la question de sécurité intérieure est aggravée par la situation de la Libye voisine. Ce grand état donc du Sahel qui est le Mali se retrouve totalement en débandade face à une exigence de sécurisation de son territoire. C'est donc important. Et aussi, c'est le dernier volet de mon propos, même s'il y a beaucoup encore à dire, le dernier volet de mon propos, c'est de rappeler tout simplement que désormais, il ne faut pas se voiler la face. L'imam n'est plus qu'imam. Il est aussi homme politique. Justement. Ça, c'est important de le préciser. On verra dans les jours à venir ce que ça va donner. Mais avec plus de 3000 personnes mobilisées derrière un chef leader encore très écouté dans son pays, et même plus encore, il y a à craindre pour Ibeka. Je pense qu'il faille trouver des solutions et très vite. Voilà, vous êtes chez les grandes gueules. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Nous partons maintenant du côté de la France, évidemment, d'où nous attend Abdoulaye Kanté, en direct ce matin chez les GG. Bonjour Abdoulaye. Bonjour à tous. Voilà, merci de vous prêter à nos questions ce matin. Ça fait plaisir de vous avoir au bout du fil. On va commencer avec cette question, je dirais laminaire, c'est de savoir, ça fait quoi aujourd'hui d'être policier issu d'une minorité, donc la minorité noire en France, dans un contexte où on parle de bavure policière sur des individus issus de ces minorités-là? Déjà, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, on est un peu, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Si vous voulez, c'est que vous êtes, vous portez un uniforme, donc on va dire, portant les valeurs de la République. Mais effectivement, il y a aussi cette espèce de bonus que nous, on ne pense pas, c'est la couleur noire. Donc vous êtes à la fois policier et noir, et que vous devez aussi aller dans certains endroits où effectivement vous avez des personnes aussi issues des minorités, où vous devez aussi procéder à des contrôles ou des interpellations, etc. Maintenant, la problématique, c'est qu'on vous renvoie à votre couleur de peau. Le fait que justement que vous procédez à des fois à des interventions, peut-être à juste titre, mais que vous savez assimiler au fait que justement, mais comment se fait-il que toi, en tant que frère ou noir, tu contrôles ou tu interpelles tes autres frères. Maintenant, moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que l'aspect de la couleur doit être une espèce de carte d'immunité? Est-ce que ça doit nous défausser par rapport à nos responsabilités? C'est ça la question. Peu importe la couleur. Vous savez, moi, quand je mets mon uniforme, je ne pars pas le matin à me dire, écoutez, je vais aller interpeller des frères noirs ou arabes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose quand même qui serait quand même très réducteur. C'est que je vais interpeller ou contrôler des personnes qui ont commis des infractions et non pas à raison de leur couleur. Après, on peut très bien débattre sur le fait que, sur plein de choses, on peut très bien dire que, oui, effectivement, peut-être des policiers qui sont
avec moi, Ouais. ils peuvent avoir d'autres comportements qui peuvent être aussi déviants. Mmh. Et ça aussi, effectivement, c'est des choses aussi qu'on ne voyait pas forcément avant, et maintenant, je pense qu'il est nécessaire maintenant de les dénoncer. Alors, Monsieur Kanté, allô? Bonjour. Voilà. Oui, Donc, je vous écoute. il y a aussi, si avoir la peau noire n'est pas une immunité contre les fouilles, contre les interpellations, mais il ne faut pas non plus écarter le fait qu'avoir une couleur noire, c'est aussi une chance sur plusieurs de se faire arrêter, de se faire bastonner, parce qu'on a un peu suivi les émeutes dans la banlieue de la France, où on a assisté à des coups de force sur la communauté noire. Et comment vous faites, vous qui êtes noir, vous êtes policier, vous défendez les valeurs de la République, comment, face à une telle situation, vous agissez pour permettre que ce qui est permis soit donc appliqué et que les excès contre les Noirs soient évités? Je pense aussi qu'il faudrait aussi un peu remettre tout dans le contexte et ne pas non plus penser que la France, justement, les policiers français visent une catégorie. Vous savez, ce serait très réducteur d'avoir ce genre de pensée. Là où on peut faire un peu l'espèce de... je dirais ne pas faire de comparaison avec, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, où la notion communautariste est très très forte là-bas. Vous voyez, si vous devez faire une comparatif entre les États-Unis et la France, on est d'accord que, sachant aussi qu'il y a 15 000 polices là-bas, vous savez, il y a 15 000 sortes de police là-bas, alors qu'en France, il y a seulement une seule et même police nationale. Okay, et que nous, la diversité y est très très ancrée, ici. Il y a toujours mieux à faire, la police est perfectible. Ceci dit, quand on va dans des quartiers où il y a des infractions, où il y a des événements, on va dire, de délinquance, etc., il faut savoir aussi qu'on ne part pas avec l'objectif de dire que voilà, nous allons viser une population bien précise. D'accord. D'accord, on comprend bien, mais il y a quand même une remarque, on peut en convenir, vous et nous. Alors, finalement, est-ce que vous, en tant que policier noir, il vous est arrivé d'initier, peut-être pas vous en tant que tel, mais un groupe de policiers noirs, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de prendre la décision de vous défaire, de vous départir d'excès qu'on a pu enregistrer de la part de policiers blancs? Par exemple, c'est totalement normal que l'on vous pose ce genre de questions, qu'on fasse ce genre d'observation. Quand simplement vous êtes noir, on vous demande votre carte d'identité, votre carte de séjour. C'est pas toujours le cas pour les blancs que un policier peut rencontrer. Tout ceci, est-ce que ça ne traduit pas ces excès contre lesquels les minorités s'élèvent aujourd'hui et pour lesquels vous êtes pointé du doigt? Je pense que, comme je le redis encore, aux États-Unis, cette question-là a tout son sens. Parce qu'effectivement, il y a une minorité qui est une communauté qui est très clairement visée par ce genre de ce qu'on dit, ce contrôle de la chef, et que justement, que ces choses qui sont assez, on va dire, dérangeantes, oui, on peut dire que c'est très très ancré aux États-Unis. Par contre, en France, il faut savoir que nous, on ne se pose pas, vous n'avez pas de groupe, si vous voulez, dans la police française, vous n'avez pas des groupes de policiers noirs, le groupe de policiers arabes, policiers blancs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent. C'est-à-dire qu'on est tous mélangés au sein de la commissariat. Ouais. Il peut arriver qu'effectivement quand nous avons des collègues, parce que nous partons, c'est multicolore, quand nous avons une intervention, nous sommes tous ensemble. Il peut arriver qu'effectivement, si de notre côté, des collègues qui ont justement ont eu des comportements déviants par rapport à leur déontologie, il y a deux solutions. Soit, vous savez ce qu'on appelle les réflexes. Les réflexes, ce sont les retours d'expérience. C'est qu'on revient, vous savez ce qui s'est passé, l'intervention, on revient au service, et quand quelque chose ne va pas, on va voir la personne, si vous voulez, on peut régler ça en famille. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui a dépassé l'entendement, il est logique d'aviser quand même les chefs de service pour dire que, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas allé, et nous avons ce qu'on appelle l'instance disciplinaire qui s'appelle l'inspection générale de la police nationale, qui, elle, justement, décide des sanctions à prévoir par rapport à ces manquements. Alors, bien, dernière question, Moussa. On est pris par le temps, malheureusement. Allez-y, dernière question. Ablaye Kanté, policier noir, policier dans la police française, qui sort publiquement dans les médias les plus suivis de la France pour dire que la police française n'est pas raciste, c'est quand même un courage fou. Et ça vous a valu des insultes, on vous traite de nègre de maison,
de policiers de vendus, ce sont quand même des critiques qui viennent de votre ce sont des critiques qui viennent de votre propre communauté. Comment comprendre, Monsieur Kanté, c'est cela ma question, comment comprendre que vous le faites de bonne foi, que puisque la question, il y a un débat actuellement sur le racisme aux États-Unis avec la mort de George Floyd, que vous n'êtes pas utilisé par l'administration de votre pays, histoire de, parce que vous êtes vous avez la peau noire, histoire de servir un peu de bouc émissaire pour porter la parole qui passerait mieux dans votre bouche que dans la bouche d'un blanc policier, d'un policier blanc. Voilà, vous savez que, mais justement, c'est une question qui est très très intéressante parce que justement par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment avec l'affaire George Floyd, vous savez, même moi en tant qu'humain, personne noire, j'ai été choqué et je me dis que franchement, personne ne doit mourir comme de la sorte suite à un contrôle. Okay. Maintenant, il faut savoir que j'ai pris de ma propre initiative la parole pour justement défendre mon administration où je disais, et après je veux bien aussi que vous le relayiez, que je dis que l'institution police n'est pas raciste, l'institution police n'est pas raciste, mais il y a des comportements racistes dans notre institution. Vous voyez un peu la nuance ? Parce que tout le monde m'a dit oui, mais que la police de France n'est pas raciste. Non, la question de Moussa Moïse a finalement tout son sens lorsqu'on pose la question de quelle qualité vous prévalez-vous pour défendre l'institution police. Est-ce que vous avez le droit de vous lever tout seul, sans y être commis, et comme ça de venir sur des médias, parler au nom de la police? Si vous voulez, c'est parce que je prends l'initiative, parce que si vous voulez, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Ouais. Parce que si vous voulez, moi, quand on me dit que oui, que votre institution est raciste, etc., je me dis que ce serait bien quand même vous savez, j'ai jamais nié les comportements racistes dans notre institution. Si vous me suivez bien, j'ai jamais nié. Au contraire même. Ouais. J'invite même tous les collègues qui sont victimes de ces comportements-là et de les dénoncer. La meilleure solution pour combattre le racisme dans la police, c'est de ne pas se taire. Bien. Et j'enjoins tout le monde à le faire. Voilà. Merci beaucoup. À dire que justement. Tant pis. Voilà. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté. On est pris par le temps malheureusement. On va poursuivre ce débat évidemment avec l'équipe de la télé. Pourquoi pas. Malheureusement, on a terminé ce matin. Grand merci à Mohamed Diaby, Doua Diaby qui a réalisé cette émission. Mohamed Kamara côté radio. Steve Le Guinéen Kamara. Merci à Lamine Sidibé, à Mafata Sano et à toute l'équipe à la régie. L'homme de nuit. Merci beaucoup. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec les infos. C'est Marine Garel que je vois évidemment pour vous informer. Et sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rediffusion évidemment de 20h. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir à 20h sur Espace.